Vous êtes-vous déjà fait la réflexion que la foudre, les rivières ou même les routes sur une carte, tout ça se ressemble bizarrement? C'est le point de départ de cette analyse inspirée du livre La physique de la vie d'Adrien Béjean. On va plonger dans la loi cachée qui explique pourquoi tout, absolument tout, du vivant à l'inerte, semble suivre le même schéma d'évolution. Alors, quel est le point commun entre une rivière, un éclair et un avion? La question paraît absurde, non? À première vue, il n'y a absolument aucun rapport. Et pourtant, on va voir qu'une seule et même loi physique, une loi très puissante, dicte la forme et l'évolution de tout ça. Regardons un exemple concret, le trafic aérien mondial. Cette carte, ce n'est pas juste un gribouillage de lignes. Non, regardez bien la structure. C'est ramifié, avec de grands axes, des hubs et plein de petites connexions. Ça ne vous rappelle rien? On dirait un système nerveux, ou les branches d'un arbre, ou justement le delta d'une rivière. Voilà notre premier indice. Bon, alors explorons un peu ce motif universel. D'où vient cette ressemblance? Quelle est cette force invisible qui sculpte à la fois la nature et nos propres technologies de la même manière? En fait, la réponse commence avec un concept physique assez simple. Il faut voir tout mouvement comme une sorte de lutte. D'un côté, il y a une force qui pousse. Pensez à un moteur, ou juste la gravité. Et de l'autre, il y a une résistance qui freine. La friction, la résistance de l'air, ce genre de choses. La vie, d'un point de vue physique, c'est ce combat permanent entre pousser et être freiné. Mais attention, cette lutte, elle n'est pas du tout chaotique. En fait, elle obéit à une règle, un principe physique fondamental. Et c'est la clé de toute notre énigme. Ça s'appelle la loi constructale. Alors voilà la définition officielle. Elle peut paraître un peu complexe au premier abord, mais l'idée centrale, elle, est révolutionnaire de simplicité. En gros, ça dit que pour qu'un système en mouvement survive, pour qu'il vive, sa forme doit changer pour rendre ce mouvement plus facile. Autrement dit, tout ce qui bouge doit évoluer pour mieux bouger. Et voilà, on y est. C'est ça, le cœur du sujet. Les choses qui s'écoulent évoluent pour s'écouler plus facilement. C'est tout. Une rivière, par exemple, elle va creuser son lit, créer des méandres pour que l'eau arrive plus facilement à la mer. Nos poumons, ils se ramifient en des millions de petites branches pour que l'air circule mieux. Rien ne change au hasard. Tout évolue vers plus d'efficacité, vers un meilleur flux. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Quand le mouvement s'arrête, la vie s'arrête. Quand le mouvement n'a pas la liberté de changer, de trouver un meilleur accès, la vie s'arrête. C'est puissant, non? Ça veut dire que la vie, vue sous l'angle de la physique, ce n'est pas une histoire de cellules ou d'ADN. C'est une histoire de mouvement et de liberté de changer pour mieux bouger. C'est ça, être en vie. Alors maintenant, on va voir comment cette loi s'applique, absolument partout. Comment elle crée des designs dans des domaines qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir connecter. Prenons un exemple tout bête, un feu de camp. On le fait souvent en forme de cône, un peu aussi large que haut, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. C'est la forme parfaite pour optimiser le flux d'air et donc pour avoir la flamme la plus chaude possible. C'est un design qui émerge naturellement, une solution optimale trouvée sans même y réfléchir. Passons à la technologie. Regardez cette image, l'évolution des avions sur un siècle. La tendance est claire, non? Toujours plus grand, plus lourd et surtout plus efficace. Ça ne veut dire rien? C'est exactement, mais alors exactement, le même schéma que l'évolution des espèces animales sur des millions d'années. Une machine d'un côté, un animal de l'autre, et tous les deux obéissent à la même loi physique. Et cette comparaison, c'est l'illustration parfaite de la loi constructale. D'un côté, des systèmes vivants, de l'autre, des systèmes inertes. Mais regardez, les poumons qui se ramifient pour distribuer l'oxygène, c'est le même design qu'un bassin de rivière qui se ramifie pour drainer l'eau. Le système circulatoire et la foudre, la même logique. C'est fou, non? La physique a trouvé la même solution. La ramification pour un seul et même problème. Comment faire circuler quelque chose le plus efficacement possible? Et cette recherche d'optimisation, elle mène naturellement à quoi? À la hiérarchie. C'est le fameux principe des quelques grands et des nombreux petits. Un grand fleuve et des milliers de petits affluents. Quelques grosses autoroutes et plein de petites rues. Un PDG et plein d'employés. C'est tout simplement la solution la plus efficace que la nature et nous avons trouvée pour couvrir une zone et y faire circuler quelque chose. Bon, accrochez-vous bien parce que là, ça devient vraiment dérangeant. Et si cette loi physique s'appliquait aussi à quelque chose d'aussi abstrait que l'économie, que la richesse? Jetez un œil à ce graphique. Franchement, il est stupéfiant. Sur l'axe horizontal, on a l'énergie consommée par un pays. Sur l'axe vertical, sa richesse, son PIB. Et là, la corrélation n'est pas juste forte, elle est quasi parfaite. Chaque point, c'est un pays, et ils s'alignent tous sur une droite quasi parfaite. La conclusion, elle est inévitable. Plus une nation consomme d'énergie pour déplacer des choses, plus elle est riche.
Et cette citation, elle est brutale, mais elle explique pourquoi tous les pays sur ce graphique veulent aller vers le haut et vers la droite. Personne ne réduira sa consommation de carburant, car personne ne préfère la pauvreté à la richesse, ou la mort à la vie. L'envie de richesse, au fond, c'est l'envie de plus de mouvement, de plus de vie au sens physique du terme. C'est une tendance de fond presque irrépressible. Ce qui nous amène à cette idée qui est assez radicale. L'activité économique, ce n'est pas juste lié au mouvement, non. L'activité économique, c'est du mouvement. C'est le mouvement des gens, des marchandises, de l'information. Et tout ça, c'est rendu possible par quoi? Par la consommation d'énergie. La richesse, c'est la capacité d'un système à faire circuler les choses plus vite, plus loin, plus facilement. Alors, ok, si cette loi est universelle, quelles sont les implications pour l'avenir? Qu'est-ce que ça nous dit sur la direction que les choses vont prendre? Première chose, l'évolution ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que le flux parfait, le mouvement sans aucune résistance, ça n'existe pas. Il y aura toujours des imperfections, des frictions. Et c'est justement à cause de ça que tout continue d'évoluer. C'est une quête sans fin pour s'améliorer, pour réduire ses imperfections, pour s'écouler juste un tout petit peu mieux. Et ça nous mène à l'idée peut-être la plus profonde de toutes. Sans la liberté de changer, l'organisation et l'évolution ne peuvent pas se produire. Ça veut dire que la liberté, ce n'est pas juste un concept politique ou philosophique, non, c'est une condition physique. Un système qui n'a pas la liberté de changer, de s'adapter, il est condamné. Une rivière qui ne peut plus creuser son lit s'envase. Une société qui ne peut plus innover stagne. L'évolution exige la liberté. Et ça, c'est peut-être la conclusion la plus optimiste. Si on suit la logique de cette loi physique, alors la grande direction de l'évolution, la flèche du temps de l'univers, elle pointe vers quoi? Vers plus de liberté, vers un mouvement plus facile pour toute chose, vers un meilleur accès pour tout ce qui s'écoule. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question assez vertigineuse. Si la vie, c'est de la physique, si tout ce qu'on voit, c'est un immense flux qui cherche constamment à s'écouler plus facilement, alors la question n'est plus « qu'est-ce que la vie ?» La question devient « vers où tout ça s'écoule-t-il ensuite ?»